Cher public, bonjour, bonjour. Salut à vous tous. Nous sommes ravis de vous recevoir, l'équipe RJVert, euh, avec le docteur Nicolas Ribeiro, dont vous voyez tous les petits articles et toutes les bonnes vidéos, mais que vous n'avez peut-être pas encore rencontré, encore vu. Donc, Nicolas Ribeiro, docteur en histoire moderne, qui nous accompagne dans cette aventure. Et nous avons surtout le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Antonio de Almeida Mendes, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Nantes et chercheur au laboratoire CRHIA. Alors, on reçoit M. Antonio de Almeida Mendes, surtout par rapport à sa spécialité en histoire moderne et l'importance de ses travaux, notamment sur le développement de l'esclavage colonial dans l'Atlantique par les Portugais au XVe et XVIe siècle. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut vous offrir, c'est vraiment le regard d'un spécialiste pour approfondir certains points de notre cours sur le début de l'esclavage colonial. Et nous allons donc approfondir ces points autour de 3 questions. Alors, la première question que je voudrais te poser, Antonio, dans tes travaux, tu soulignes l'importance d'une analyse globale de la question de la traite pour pouvoir comprendre finalement la mise en place de l'esclavage des Noirs africains en Amérique. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le fonctionnement du commerce des esclaves au début du XVe siècle? Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici ce soir. Alors, la recherche a beaucoup évolué parce que pendant très longtemps, on a parlé donc de ce lien entre expansion européenne et première traite atlantique. On appelait ça la première traite des 15e, 16e siècles, qui serait un temps à la fois précurseur de ce système atlantique dans lequel noir égale esclave, et cette synonymie se met en place. Alors, les recherches les plus récentes, elles vont dans 2 sens. Donc, le premier sens, c'est de penser le temps long et de déconnecter d'une certaine façon ce qu'on a appelé la modernité européenne, qui n'en est pas une, puisque ça veut dire que les autres n'étaient pas modernes. Donc, l'un des premiers axes de recherche et des recherches récentes, ça a été de décentrer le regard et d'inscrire un petit peu ces navigations européennes dans l'Atlantique dans le temps long de l'esclavage des Africains. Et là, il faut bien insister sur la spécificité de l'esclavage des Africains dont ont été victimes les personnes africaines de couleur. Puisque l'autre tendance, c'est d'inscrire ça dans une histoire globale et comparée à l'échelle de l'humanité, de dire, voilà, avant l'esclavage atlantique, il y avait l'esclavage des Slaves, il y avait le servage, il y a eu l'esclavage en Russie, en Chine. Et moi, j'insiste sur le fait qu'il y a une vraie spécificité, et cette spécificité, elle vient dans quelque chose qui se construit avant l'Atlantique, tout à fait, à partir du 7e, 8e siècle. Et donc, il faut aussi repenser la traite transsaharienne comme un premier temps où tous ces discours qu'on va ensuite retrouver dans cette forme d'animalisation, cette forme de racialisation, ces processus, on les retrouve déjà en Méditerranée, on les retrouve déjà dans la traite transsaharienne et qui va être ensuite la traite atlantique, mais aussi dans l'océan Indien. Donc, il faut insister à la fois sur la spécificité de ce qui se joue autour de l'Afrique et du continent africain par rapport à d'autres formes d'esclavage, puisque ça ne produit pas du tout les mêmes discours et ça ne produit pas du tout alors les mêmes formes biologiques et racialisées. Et insister aussi sur le fait que l'Europe du XVe siècle, quand elle se lance un petit peu dans l'Atlantique, c'est un petit monde, un monde de peu de gens, un monde économiquement peu développé, donc c'est une société féodale, donc c'est à la fois quelque chose de nouveau et quelque chose qui s'inscrit déjà dans une réalité qui était très présente en Méditerranée, qui est l'esclavage contre les populations de couleur, et qui a été justifié par Cham, par tout un tas de discours sur l'infériorisation. Exactement. Donc ce point est important. Ce qui se joue au XVe siècle, c'est que aussi au XVe siècle, on quitte un petit peu le continent africain pour ensuite peupler ce monde qui était vide. Donc nous, aujourd'hui, on a peut-être ce sentiment que l'Atlantique a toujours été un monde où s'est joué le capitalisme, où s'est joué toutes les rivalités européennes. Au XVe siècle, c'est un espace vide.
Ok. Pas seulement parce qu'on n'a pas découvert l'Amérique, c'est parce que toutes ces îles qui peuplent le large du continent africain, qui peuplent aussi le large de l'Europe, hein, Madère, les Açores, le Cap-Vert, sont des îles connues, mais ce sont des îles inhabitées. Donc, c'est des îles pour lesquelles on n'a aucun intérêt, à la fois quand on est un marchand africain ou un marchand européen. Donc, l'Atlantique, en soi, même dans les rapports nord-sud, est un espace qui n'est pas un espace fréquenté. Et pourtant, les Africains naviguaient déjà beaucoup, hein, le commerce de cabotage, les Européens aussi. Donc voilà, ce qui se joue au XVe siècle, c'est qu'on commence à investir l'Atlantique et qu'on va déplacer une économie qui était une économie surtout alors, méditerranéenne et interne au continent africain. Donc cette économie basée sur l'esclavage massif d'hommes et de femmes, on va les déplacer vers l'Atlantique. Et donc là, un événement, alors comme on n'en connaît pas beaucoup, hein, qui est la découverte d'un nouveau continent, va avoir un effet démultiplicateur, c'est-à-dire que cette réalité va ensuite devenir une réalité qui va surpasser toutes les autres en termes quantitatifs, hein, et en termes d'horreur, hein, puisqu'ensuite, il faut peupler un continent. Et au niveau de l'activité coloniale portugaise et de l'esclavage tel qu'il se configure autour de l'Atlantique au XVe siècle, comment se met vraiment en forme ce rapport à l'esclavage chez les Portugais? Comment ils s'y prennent? Okay. Est-ce que tu peux nous éclairer dessus? Alors, il y a deux choses. On est face à une société à esclaves. Hein. Bien avant le commerce atlantique des esclaves, la société portugaise est déjà une société, et alors pas seulement portugaise, mais toute la péninsule ibérique, l'Italie. Ce sont des sociétés où les esclaves sont nombreux. Exactement. Et c'est une activité totalement légale et justifiée. Donc ça, c'est important. Elle est légale et on la justifie sur ce qu'on appelle la guerre juste, le droit de faire des captifs. Et quand on est au XVe et XVIe siècle, on est dans une synonymie entre prisonnier de guerre, captif et esclave. Très souvent, c'est un peu le même terme. Et y compris esclave peut aussi renvoyer aux serviteurs, hein, l'esclave domestique. On n'est pas encore dans des sociétés de plantation qui vont produire un discours sur l'homme marchandise. Okay. On n'est pas sur un discours sur combien vaut un homme en espérance de vie, hein, parce que ça va être le cas dès qu'il va falloir ensuite estimer la valeur d'un homme en fonction de sa taille, de son âge, ce qui veut dire son espérance de vie au travail. Donc, dans ces sociétés qui pratiquaient déjà massivement l'esclavage, mais on peut aussi englober tout un tas d'autres sociétés, y compris les sociétés africaines, on était dans un esclavage où le cadre légal était celui de la guerre juste, c'est-à-dire c'est l'étranger, l'ennemi, qu'on réduit en esclavage. Et alors, c'est extrêmement violent, c'est tout aussi violent, il ne faut pas minimiser, ce n'est pas un esclavage doux. Et ça vient de pratiques qui étaient des pratiques alors, qui étaient totalement inscrites dans l'ADN de ces sociétés, puisque ça vient aussi du droit romain, qui est les étrangers peuvent être réduits en captivité et on peut les vendre. Et c'est tout ce discours sur le bien meuble, c'est-à-dire qu'un esclave, c'est le captif qu'on peut vendre et se transmettre. Ça vient du droit romain. Et donc, c'est des sociétés alors qui ont d'autant moins de mal à se mettre dans une économie basée sur la main-d'œuvre humaine qu'elles le pratiquent déjà à une large échelle. Tout en ayant un discours qui peut nous paraître extrêmement étrange aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'étranger, il va acquérir des droits par la nationalité, le droit du sol, même s'il a des droits réduits dans beaucoup de sociétés. Dans ces sociétés d'ancien régime, on était des sociétés fortement inégalitaires. Et l'esclave, c'était le bas de l'échelle sociale. Et dans les sociétés alors, de droit romain, et dont la société portugaise, qui est une société basée sur le droit romain, donc l'esclave peut connaître une mobilité, une ascension, qu'elle soit économique, voire sociale. Donc on part du principe que l'esclave est en bas de l'échelle sociale, mais à terme, notamment en devenant chrétien, et d'où l'importance du baptême dans cette société-là, donc cet étranger qu'on a capturé, il peut à terme, et c'est toujours le à terme, et on n'a pas de date précise, intégrer la société et devenir lui-même un chrétien, mais toujours à terme.
puisque ce qui va de pair avec ces sociétés esclaves, c'est que l'esclavage colporte déjà de l'impureté. Donc ça, dans les sociétés méditerranéennes, quand on est descendant d'esclaves, on colporte une forme d'impureté qui interdit en principe d'exercer certaines charges et certaines fonctions dans cette société. Okay. Alors, ça va concerner bien sûr les esclaves africains, mais ça a aussi pendant longtemps concerné les descendants de juifs ou de musulmans au Portugal, où on appliquait le discours sur la pureté du sang. Donc, c'est-à-dire que quand on est étranger au christianisme, on a du sang impur, et ce sang impur, il se transmet. Alors, il ne fait pas de vous un être, totalement inférieur, il fait de vous quelqu'un qui a une tache, une macule. Et cette tache, elle interdit l'accès de certaines charges, parce qu'on part du principe que certaines fonctions, notamment la noblesse, les métiers de la guerre, le commerce, sont des tâches qui s'héritent. Vous avez des qualités qui vous sont données par votre naissance. Et comme l'esclave, il colporte de l'impureté, vous n'avez pas les qualités qui vous permettent d'exercer certaines charges. Alors, c'est quelque chose qui fait partie de l'imaginaire de ces sociétés. Et du coup, avec l'expansion de l'activité des Portugais, quelle place les premiers captifs qui sont amenés les premiers captifs noirs africains qui sont amenés dans le royaume ont vraiment? Est-ce qu'ils ont une place économique importante? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont un rôle important en tant que main-d'œuvre? Et comment s'organise un petit peu le rapport au travail par rapport à eux et leur place dans cette société? Là, il y a quelque chose aussi d'important. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on parle d'esclaves africains ou d'esclaves noirs, en généralisant. Quand on se situe au XVe et XVIe siècle, les Européens, mais aussi les sociétés africaines, ce terme, elles ne l'emploient pas. Donc, elles ont une vision alors extrêmement précise de l'état des forces. C'est-à-dire, il y a le royaume du Congo, avec un cas, le royaume du Bénin. Et là, ces royaumes, alors, ils collaborent d'une certaine façon avec les Portugais. Ils envoient leurs enfants en Europe comme ambassadeurs. Et ensuite, il y a ceux qu'on appelle les esclaves de traite, très très vite, puisque en fait, il y a très très vite une dichotomie qui se met en place. Il y a des esclaves qui sont des esclaves pour une économie de plantation qui se met assez vite en place dans les îles. Et ensuite, il y a les esclaves, alors qu'on va progressivement essayer d'intégrer, parce qu'il y a toujours un discours vraiment ambigu, c'est-à-dire avec le royaume du Congo, bien sûr, c'est un royaume puissant, mais on essaye de faire en sorte qu'il se convertisse au christianisme. Et on est dans un jeu de dupes, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un rapport égalitaire. Il ne faudrait pas inverser les rôles et dire qu'on est dans un rapport à part égale. On est dans des stratégies qui sont des stratégies à la fois, bien sûr, de conquête et des stratégies marchandes. Et il y a un regard extrêmement, y compris des Européens, extrêmement déjà péjoratif sur ces sociétés africaines, qui à la fois les perçoivent comme des sociétés extrêmement riches et puissantes, puisqu'ils arrivent sur place, ils voient des royaumes puissants, des armées, des sociétés qui… tout l'or vient d'Afrique, donc c'est des sociétés extrêmement riches, qui sont capables, y compris, de mettre sur place des milliers d'hommes pour combattre, qui ont des cités puissantes. Et en même temps, il y a tout ce discours qui est imprégné un petit peu des représentations et des préjugés qui sont déjà présents dans les textes bibliques et dans l'Ancien Testament sur la couleur noire, ce qu'elle comporte en termes à la fois de regard péjoratif, mais c'est associé à la laideur, c'est associé déjà à l'enfer, et c'est déjà associé pendant très longtemps à l'esclavage. Donc il y a cette ambivalence. D'un côté, on voit des royaumes marchands qui envoient leurs ambassadeurs, avec lesquels on passe des traités, y compris le roi du Congo, le roi du Portugal l'appelle mon très cher frère, dans la correspondance. Et de l'autre côté, il y a cette masse d'esclaves qui commence à arriver, des esclaves qu'on appelle des païens, ce qui veut dire des sauvages, et qu'on range dans cette catégorie d'esclaves qui sont proches de l'animalité. Donc, il y a clairement cette vision qu'on a sans doute un petit peu oubliée aujourd'hui d'une Afrique qui, pour les Européens, se présente dans sa grande diversité. On connaît les empires du Mali, du Songhai, on les a cartographiés. Et en même temps, on découvre ces sociétés, dans beaucoup de sociétés dont on ne connaît pas les langues, dont on trouve que leur mode de vie les rapproche du sauvage,
Il y a tout ce discours compris sur le cannibalisme, sur la sauvagerie de certaines populations. Et donc, toute cette ambivalence, hein, elle se retrouve dans les discours, dans les représentations, elle se retrouve très, très vite dans plusieurs formes d'esclavage qui se mettent en place. D'accord. Donc, il y a beaucoup de marchands africains pendant très longtemps qui circulent, et il y a aussi massivement des esclaves qu'on va déporter très, très vite, hein, dès les années 1450, à la fois vers l'Europe du Sud, mais surtout pour peupler ces îles, hein, où vont naître les premières sociétés créoles. C'est ça, avec un métissage assez important dans ces îles Oui, et, me semble-t-il, une reprise du trafic finalement, essentiellement par les descendances métisses. c'est ça. Et donc là, c'est toute l'ambiguïté, c'est-à-dire que quand on dit, voilà, les Portugais ont joué un rôle central, ils ont un rôle central dans ce premier monde atlantique. Ils ont produit alors beaucoup de métissage, alors par la violence, hein, c'est du métissage, c'est des métis nés souvent de relations violentes, le viol, hein, parce que ce sont des hommes surtout qui migrent de l'Europe. Okay. Mais ces métis vont très vite alors se dire portugais. Donc c'est toute la complexité qu'on va ensuite retrouver aux Antilles, hein, c'est-à-dire que ces métis, ils sont nés d'unions violentes, ils sont très souvent descendants d'esclaves, mais ils sont aussi descendants de marchands européens, de chrétiens. Et ils vont assez rapidement revendiquer une identité métisse, voire créole, et se définir comme portugais. Donc, quand on dit, voilà, les Portugais étaient partout, oui, les Portugais étaient partout, mais il faut comprendre que très, très vite, c'est les descendants de ces premiers Européens qui vont se dire portugais. Alors, pourquoi ? Et là, ça renvoie à toute l'ambiguïté du rapport à la couleur de la peau. Les gens ne se disent pas blancs, ils ne se disent pas mulâtres, métis. Les gens, ils sont ou portugais, ou noirs, ou africains. La catégorie blanche, elle apparaît très tardivement. Alors, pourquoi tous ces descendants et ils vont se mettre dans le commerce ? C'est parce que être descendant d'Européens, ça veut dire pouvoir faire du commerce, donc une forme de liberté. Dans des sociétés où les gens voyageaient pas tant que ça, dans les sociétés qui étaient des sociétés d'ancien régime de caste, que ce soit en Europe ou en Afrique, où les gens ne sortent pas dans leurs conditions sociales. Donc, vous voyez, il y a ces deux ambiguïtés, à la fois l'esclavage, mais aussi des sociétés hiérarchisées où les gens connaissent peu de mobilité sociale. Donc, devenir un descendant de Portugais, ça peut vous permettre de devenir quelqu'un riche, même si vous êtes descendant d'esclaves. Et donc, c'est ce système extrêmement complexe, mais qui est fondé au départ sur une grande violence, hein, parce que ces métis, ils ont beau être descendants de Portugais, il y a la notion de bâtardise qui leur colle à la peau, et qui va coller au terme mulâtre. Donc, pour ces métis, on les désigne assez vite comme des mulâtres, et le terme mulâtre, c'est très péjoratif. Oui. C'est pas juste une couleur de peau, c'est extrêmement péjoratif, ça veut dire que c'est une relation incestueuse ou une relation illégitime. C'est un peu la question que je vais te poser sur comment ils sont perçus par rapport aux autres marchands européens ou aux autres Européens, comment ils les perçoivent en fait ces mulâtres. Là, c'est quelque chose qui est important, qui touche au travail de l'historien, c'est-à-dire que nous, ces individus, ils surgissent dans les sources quand il y a un conflit, un problème. Alors, quand un concurrent décide de les dénoncer, il va dire il est juif, ou c'est un métis, ou c'est un descendant d'esclaves, parce que je connais sa mère. Il s'agit de légitimer en fait une position en utilisant un argument défavorable pour un peu s'imposer dans la situation. C'est ça. Et très souvent, alors, on n'est pas dans une société où c'est le mérite qui l'emporte, c'est la domination. Donc le métis, lui, il n'a aucun recours, il ne va pas dire en face, mais lui, je sais, c'est un fils de paysan où sa mère était une prostituée, donc ça ne vaut pas. Par contre, le fait qu'on vous renvoie à votre couleur de peau, ça veut dire que vous êtes descendant d'esclaves, c'est quelque chose qui très vite vous renvoie à une forme d'impureté. Ça a fonctionné dans le même sens avec les descendants de juifs, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les principaux négriers, ceux qui vont signer les asientos plus tard, étaient des descendants de maranes. Donc c'était des gens qui s'étaient enrichis dans le commerce, parce qu'au bout d'un moment, personne voulait, au départ en tout cas, personne voulait pratiquer ce commerce qui était un commerce qui, quand on était noble au Portugal, était quand même mal vu, hein, d'aller vendre des épices ou des hommes. Et donc, c'est beaucoup de descendants de juifs portugais qui ont pratiqué ce commerce, on le sait, hein, les réseaux maranes.
Mais très très vite, quand il y avait un concurrent qui arrivait sur le marché, voilà, il allait le dénoncer devant l'Inquisition en disant « Je sais qu'il continue à pratiquer le judaïsme en cachette ». Et donc très souvent, c'était faux, il y avait des enquêtes. Donc ce qui est important quand on est historien, c'est on travaille sur des archives très lacunaires. Alors, où on a des archives comptables, qui sont des archives… alors, pourquoi on a beaucoup d'archives pour la traite atlantique? Parce que les États prélevaient des taxes. Et donc, le Portugal, l'Angleterre, la France et l'Espagne, ils se sont enrichis parce qu'ils ont prélevé des impôts. Et donc, toute cette économie, elle est très documentée parce qu'il fallait prélever des taxes. C'est ce qu'on appelle le quin et la vingtaine sur chaque transaction. Donc, il y avait des contrôles parce que sinon, c'était… on fraudait, en fait. Tout serait dans un rapport illégal. Et de l'autre côté, on sait à peu près quels étaient les individus quand il y a un procès ou quand il y a une enquête qui est menée. Sinon, ces hommes et ces femmes, ils ne sont pas présents dans nos archives. C'est-à-dire qu'à l'époque, on s'intéresse peu à ce qu'ils font. Voilà, on n'est pas comme aujourd'hui dans un regard en disant on va se poser la question mais pourquoi l'esclavage? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? À l'époque, c'est quelque chose qui faisait partie d'une normalité. La question, c'est plutôt, effectivement, comme tu le dis, est-ce qu'on remplit son rôle de contributeur au royaume sur le plan financier? Est-ce qu'on remplit ses charges, mais pas avec une valeur morale comme ça va se développer après? Oui, après, il y a plein de choses. C'est-à-dire que nous, les historiens, on est plutôt… notre travail, c'est d'expliquer le comment tout ça se met en place, quelles sont les logiques, donc d'essayer de rentrer à la fois dans les imaginaires, parce que les gens vivent dans des sociétés qui sont totalement différentes des nôtres, d'essayer de déchiffrer le sens des mots, parce que ça aussi, on l'oublie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit le mot esclave, on a des images derrière nous, qui sont les images qui nous ont été transmises par l'horreur de cette économie. Et c'est extrêmement difficile de voir quand quelqu'un vivait dans, je sais pas moi, dans une société rurale, quand il avait quelqu'un qui travaillait et qui était esclave en même temps que lui, quelle image il avait de cet esclave. Tout à fait. Donc les mots évoluent et les imaginaires évoluent beaucoup parce que c'est pas la même chose de vivre dans une société qui défend l'égalité et la citoyenneté et dans des sociétés qui sont nées sur l'inégalité et qui justifiaient y compris le fait qu'on puisse battre sa femme ou qu'on puisse vendre ses enfants si on n'avait pas de quoi les nourrir. C'est, comme tu l'as dit, c'est tout le travail de l'historien par rapport à nos projections présentes. Donc, le comment, c'est tout notre travail d'essayer de mettre de la chronologie, du contexte et d'essayer de voir comment la société fonctionnait en termes d'imaginaire et pas juste des dates. Par contre, le pourquoi, il faut y arriver. Et le pourquoi, là, ça renvoie à quelque chose qui est de l'ordre du sensible. C'est-à-dire que là, on rentre dans une histoire qui n'est pas une histoire comme les autres. Parce que là, c'est une histoire… à la fois humaine et une histoire qui a produit un crime. C'est ça, qui a beaucoup de répercussions. C'est ça, donc le pourquoi, il faut y arriver, mais le pourquoi, ça touche à une part qui est une part de traumatique, qui est difficile à expliquer. C'est-à-dire que comment expliquer qu'on ait pu déporter des millions de personnes et que ces personnes aujourd'hui, ils ont les descendants, ils ont le droit d'avoir leur histoire et qu'on réponde à cette question. Pourquoi ça, des réponses. Et nous, les historiens, c'est extrêmement compliqué, voilà, parce que le comment, c'est tout notre travail. Le pourquoi rentrer dans la tête des gens, à part dire que certains étaient des druides profonds, dire qu'on était dans un monde indifférent, c'est extrêmement difficile parce que là, on est confronté à des choses qui touchent vraiment à des initiatives individuelles, de l'humain, et à une violence qui est une violence dont les conséquences sont là. Merci beaucoup, en tout cas, Antonio, pour cette première question très riche, très, très importante, très approfondie. Et on se retrouve tout de suite pour notre deuxième question.